Ça, c'est un petit écran qui coûte à peu près 100 $, qui vous permet de montrer votre NFT. Donc, c'est quelque chose qu'on idéalise beaucoup en disant les NFT, c'est une solution. Non, ce n'est pas une solution, ça peut en être une, mais il y a des facteurs qui doivent jouer pour que ça en soit une. Beaucoup d'artistes qui viennent me voir parfois qui me disent, moi je suis un artiste traditionnel, je fais de la sculpture, je fais de la peinture, comment je peux faire des NFT? There could be a bubble. NFT sales topping $4 billion. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Non-Fungibility. Pour tous ceux qui sont pas là pour la première fois, et pourquoi vous n'êtes toujours pas abonné? C'est la première question qu'on va vous poser. Et en tout cas, pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'épisode, ce qu'on peut améliorer, ce de quoi vous voudriez qu'on parle. Et on va commencer. Aujourd'hui, un épisode un peu différent parce qu'on va parler de quelque chose qui est physique, qui est palpable, mais qui se rattache également au monde du NFT. Donc, tout simplement, comment est-ce qu'on peut attacher une œuvre physique ou un objet physique à un NFT? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les solutions potentielles? Et je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est commencer un peu par l'historique, puisque ça a commencé avec le monde de l'art, de tout le monde au final. Et donc, si on peut commencer par ça, c'est parfait. C'est comme ça qu'en fait un peu tout mon intérêt pour l'art et la blockchain a commencé en fait au début, c'était de m'intéresser à comment est-ce qu'on pouvait utiliser le système blockchain pour permettre une traçabilité, une provenance et l'authentification des œuvres d'art dans le monde réel via les systèmes blockchain. Et il y a plein de synergies entre la blockchain et le monde de l'art pour ça, puisqu'en fait, un des mécanismes de valeur importants pour une œuvre d'art, c'est d'être capable de définir son authenticité et sa provenance dans des expositions importantes, dans des collections importantes. Tout ça, ça participe à la valeur d'une œuvre d'art. Et donc, du coup, les systèmes blockchain sont hyper intéressants pour ça, puisqu'ils sont immuables, transparents, etc. Aujourd'hui, tu as des faussaires. Avec le timestamp à chaque fois, ouais. Aujourd'hui, tu as des faussaires qui, en plus de faire des fausses œuvres d'art, font aussi des fausses archives d'œuvres d'art et vont mettre dans les archives nationales des faux documents, etc. Donc, même les documents sur lesquels tu te bases sont un peu difficiles à gérer. Et parfois, tu as des concepts de connivence entre des ayants en droit de certains artistes qui vont authentifier des œuvres fausses en tant que vraies, puisqu'ils ont la capacité légale en fait, de le faire. Donc ça pose plein de questions et là-dessus les systèmes blockchain sont hyper intéressants. En 2017 en fait tu as eu plein d'ICO pour des projets qui s'intéressaient à ces sujets-là. Tu avais donc des boîtes comme Maasenas, comme Codex Protocol, j'en oublie certainement mais voilà tu en avais 3, 4, 5 qui franchement aujourd'hui sont mortes ou franchement à l'abandon quoi, c'est pas des trucs qui marchent très bien. Tu avais Verisart aussi qui fait des certificats timestamp Bitcoin et Artory qui font la même chose. Et le problème c'est que certifier un objet physique avec une archive digitale, c'est très compliqué, parce que les solutions digitales, pour les physicaliser, c'est quasiment impossible. Et en fait, à part avoir une archive digitale, donc dans un ledger par exemple, tu aurais difficilement moyen de lier les deux. Et jusqu'ici, tous les projets qui étaient faits là-dessus, c'était sur des blockchains indépendants, puisque Ethereum n'était pas encore établi. Donc en fait, c'était toujours des blockchains un peu uniques. Et du coup, dès que le projet se cassait la gueule, la blockchain se cassait la gueule aussi, et tout disparaissait. Et en fait, c'est quasiment impossible de le faire pour plusieurs raisons. Première raison, c'est comment tu physicalises ces archives digitales. Deuxième raison, c'est comment est-ce que tu fais le lien entre l'objet physique et l'archive. Alors, il y a une solution qui s'appelle un PUF, c'est un acronyme pour Physical Unclonable Function. Et en fait, tu as des artistes parfois qui utilisent des pièces de. Mr. Brainwash fait ça par exemple, des pièces de quelques cents de dollars qui coupent en deux et qui met la moitié avec l'archive et la moitié avec l'œuvre. Du coup, quand tu veux vendre l'œuvre, tu es obligé d'avoir l'archive et machin, avoir les deux pour bien vérifier que les deux matchent et donc du coup que ce soit bien une œuvre authentique avec une archive qui soit liée à celle-ci. Tu as des mecs qui utilisent même des broches de cheveux par exemple, parce que c'est de l'ADN, donc ça c'est quasiment impossible à fake, concrètement c'est de l'ADN. Donc tu as des gens qui mettent une petite broche de cheveux avec l'archive, une petite broche de cheveux avec l'œuvre, et donc quand tu veux la vendre, tu testes les deux et tu vérifies si ça match. Donc il y a ces méthodes-là, mais voilà, il n'y a pas de méthode facile et il n'y a pas de méthode vraiment non invasive, c'est-à-dire que on ne peut pas aller coller un QR code sur une œuvre, on ne peut pas aller mettre une gravure dessus, puisque voilà, ça vient endommager l'œuvre, donc c'est pas possible ça. Et donc tous ces problèmes-là, que tu as par exemple avec les numéros de série sur les sneakers, tout comme ça, sont encore plus difficiles avec l'art. Tous ces projets-là sont un peu cassés la gueule, comme je te dis. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de targeter les gens du monde de l'art à leur faire adopter la blockchain, sauf que les gens du monde de l'art sont pas les adopteurs de nouvelles technologies. Du coup, le blockchain, ils s'en foutaient un petit peu, concrètement. Donc, ça marchait pas très bien. Et ce qu'on a vu comme vraiment switch dans la mentalité, c'est 2019, 2020, 2021, au début des NFT. Et vraiment, au lieu de se focaliser sur la blockchain dans l'art, on a amené l'art dans la blockchain, c'est déjà un peu plus intéressant. Et surtout, on s'est focalisé sur l'art digital, dans un premier temps. Parce que l'art digital, c'est juste une file, ce que tu mets sur l'IPFS, donc tu n'as pas les problèmes qui sont liés aux objets physiques, comme j'ai pu vous le dire. Par contre, tu as de plus en plus d'artistes, notamment les plus grands artistes de NFT, comme Beeple,
qui expérimentent de plus en plus avec des objets physiques. Là, les 3 derniers drops de Beeple ont été entièrement liés à des objets physiques. Ça pose des problèmes pour le second marché, parce que quand tu veux acheter une œuvre liée à un objet physique, donc une œuvre NFT liée à un objet physique, non seulement tu achètes le NFT, mais tu dois te mettre d'accord si tu peux contacter l'acheteur qui t'envoie l'objet physique avec. Et ça, ça te demande de donner ton adresse, de demander ton nom, et donc de te doxer. Ce qui est un problème aussi dans la blockchain, donc tu es obligé de donner ton identité et faire confiance. Or, les systèmes blockchain sont censés être trustless. Pardon. Hop là, en montage, ça va être un noir et blanc. Je le sentais venir en plus. Ça. C'est le deuxième carré derrière. Mais voilà, enfin, les objets physiques, c'est compliqué à gérer et c'est un truc que de plus en plus d'artistes essaient de mettre en place, sauf que en fait, fondamentalement, ça vient faire des transactions off-chain, comme on dit. Et donc, du coup, ça vient un peu tuer le concept du NFT où tout l'intérêt, c'est que ce soit des choses inscrites dans la blockchain, quoi. Ouais, totalement. Et je pense que, comme tu l'as souligné juste avant, c'est que c'est surtout le marché secondaire qui va poser problème. C'est que tout simplement, lorsque tu vas acheter un NFT à un artiste et qu'il va t'envoyer une œuvre d'art, tout simplement, tu n'as aucun doute que c'est une œuvre authentique, puisque ça provient directement de l'artiste. Aujourd'hui, lorsque tu achètes un NFT, tout le monde peut le télécharger sur son téléphone, sur son ordi, avoir l'image au final. Et aujourd'hui, au final, montrer ton NFT en format physique, c'est facile. Donc aujourd'hui, si tu achètes juste un NFT sans qu'il y ait d'objet physique derrière, ça c'est facile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis un petit écran ici. Donc ça, c'est un petit écran qui coûte à peu près 100 $, qui vous permet de montrer votre NFT. Donc ça, c'est un NFT que moi j'ai eu avec la collection de Solware, des OG. Et tout simplement, c'est un écran digital que vous mettez en charge et qui tout simplement vous montre ensuite la vidéo de votre NFT. Donc je vais montrer là. Alors ça, c'est des displays d'œuvres digitales. Voilà, exactement. Parce que tu as aussi Ce n'est les pas un objets objet physiques physique. comme les sculptures, des trucs comme ça qui sont liés à des NFT. C'est un autre truc encore. Alors, tu as dit 100 $, mais je crois que tu as payé quand même 100 balles de taxes aussi pour l'avoir en France. Alors pour le coup, ça venait avec la collection que j'ai achetée. Donc D'accord. c'est eux qui se sont occupés, c'est l'équipe Ok. de Solware qui s'en est Tu occupée. vois, ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs comme ça qui avaient des objets physiques et de me retrouver à payer 160 balles de taxes Ouais. pour déjà juste les frais de port et en plus juste les taxes d'objets, les displays et trucs de technologie. Tu as des grosses taxes. Donc parfois, en fait, les displays, ça coûte assez cher, surtout si vous les achetez à l'étranger. Mais c'est aussi un sujet, ça. C'est comment physicaliser, comment exposer tes œuvres Voilà. digitales avec des écrans, Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser des méthodes physiques. Tu as les écrans, tu as les rétroprojecteurs, mais des trucs hologrammes. Mais tu peux aussi utiliser des galeries 3D, tu peux utiliser l'AR, tu peux utiliser la VR, tu peux les métaverses, enfin voilà. T'as Et plein de méthodes. j'ai aussi deux exemples. Donc en France, on a également Solid NFT, qui eux sont présents généralement aux événements NFT, qui eux vont imprimer sur du métal Ah ouais. des œuvres physiques. Donc encore une fois, ce ne sera pas des vidéos comme sur cet écran-là. Mais ça va être des œuvres physiques qui sont assez sympas à exposer chez soi. Donc encore une fois, à ce moment-là, ton NFT n'est pas lié à ce que tu vas imprimer. Donc ça, c'est une chose. Et je vais reprendre l'exemple d'un ami à moi qui s'appelle Lucas, que tu as déjà rencontré, qui était là lors du premier épisode, qui lui vend des NFT sur OpenSea et qui directement derrière va envoyer une œuvre chez la personne. Mais ce que lui va faire derrière, c'est que derrière l'œuvre, il va signer l'œuvre en mettant exemplaire 1 sur 1. Et donc, ça, si tu veux, c'est une deuxième couche de prouver l'authenticité de l'œuvre. Mais pour revenir sur ce que tu disais justement, c'est que, imaginons aujourd'hui, on donne des NFT par exemple lorsque tu as fini les decks. Par exemple, quand tu as eu ton diplôme est remis sous forme de NFT. À ce moment-là, à moins de le rendre non transférable et appartenant à une seule personne, si la personne à un moment change de wallet, déjà, ça pose problème, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est si jamais on a un marché secondaire, tout simplement n'importe qui pourrait acheter un diplôme. Et au final, ton diplôme que toi tu as eu n'a pas forcément de valeur, puisque tu as vendu le certificat d'authenticité. Et le certificat d'authenticité, il n'a pas de valeur parce que la personne n'a pas les connaissances que cette personne-là aurait dû acquérir pendant son diplôme, pendant ses études. Et donc c'est assez compliqué et je trouvais ça assez intéressant. C'était à NFT Morning, NFT Breakfast, il y a 2 semaines à peu près, qu'ils en ont parlé. Ils disaient, si tu es monté en haut de Everest, qu'on te donne un certificat de NFT en disant que tu es monté tout en haut, mais en fait, si tu vends ton certificat n'a aucune valeur, ton NFT n'a aucune valeur, puisque tout le monde sait que c'est toi qui l'as fait. Et même si c'est pas toi qui détiens le certificat, c'est quand même toi qui as réalisé cette chose-là. Il y a des gens qui achètent des Oscars, tu sais, aux gens, à des mecs qui en ont gagné qui veulent bien les vendre. Tu peux faire ça, tu vois. Si tu as un Oscar chez toi, c'est pas toi qui l'as gagné, mais tu as quand même l'objet. Les diplômes, c'est un peu différent parce que le diplôme, c'est quand même, fondamentalement, c'est immatériel.
as un papier qui atteste que tu as ton diplôme, mais fondamentalement, c'est pas le papier qui est important, c'est plus le fait d'avoir fait les études comme tu as fait, comme tu le dis, tu vois. Ce que tu peux faire par contre en tant qu'étudiant, c'est par exemple faire un NFT de ton mémoire ou de ta thèse. Ça, par exemple, personne n'est payé quand on fait un mémoire, on galère tous à en faire. C'est des travaux qui sont quand même intéressants, qui apportent des choses, et pourtant on gagne rien, tu vois. Donc on pourrait très bien, nous, toi en tant que personne qui a écrit ton mémoire, tokeniser ton mémoire par exemple, et le vendre. C'est pas le dossier que tu rends à l'école qui est important quand tu fais ton mémoire, c'est toute la réflexion que tu as mis dedans, toute la connaissance qu'il y a dedans, tu vois. Pareil pour ton diplôme, tu vois. Donc je pense pas que pour les diplômes, ce soit vraiment l'analogie la plus pertinente par rapport à ça, puisque fondamentalement c'est juste la connaissance, et tout le monde sait que quand tu achètes un diplôme, c'est pas le papier qui est important, quoi. Mais après, ça peut être des objets de collection, dans le sens où, je sais pas, il y avait un mec qui avait acheté par exemple la première, comment dire, le CV que Steve Jobs avait envoyé, sa cover letter qu'il a envoyé pour son premier job, tu vois. Ça, pareil, c'est pas toi qui l'as fait le cover letter ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que c'est un objet de collection lié à une personne importante. Voilà, comme les personnes qui tokenisent leurs tweets, comme Jack il avait fait également sur son tout premier tweet. Donc, si t'es une personne connue, ça fait du sens, tu vois, mais c'est pas tellement le cas des objets physiques du coup là, à ce niveau-là, je trouve. Mais parfois, une des problématiques qui est assez importante pour les objets physiques, c'est beaucoup d'artistes qui viennent me voir parfois qui me disent, moi je suis un artiste traditionnel, je fais de la sculpture, je fais de la peinture, comment je peux faire des NFT? Est-ce que ça fait pertinent pour moi de prendre juste une photo de mon œuvre et de la minter comme NFT? Est-ce que je peux vendre l'objet physique d'un côté, le NFT de l'autre? Et ça, il n'y a pas vraiment de règle définie. Moi, généralement, ce que je recommande, c'est voir le NFT comme un double digital de l'œuvre. Donc, vraiment un objet qui est lié. Les deux sont indissociables. Ouais. Et tu vois ça comme soit un certificat d'authenticité de l'œuvre physique, soit pour un moyen de vendre tes œuvres physiques en crypto-monnaie via les NFT. Donc, des deux côtés, c'est intéressant. Tu achètes l'œuvre en fiat, tu as un certificat NFT qui va avec, que tu sais qu'il. Et ensuite, que tu le veuilles ou non, ensuite, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Et si tu as acheté en fiat et tu veux vendre en crypto, tu peux via cette NFT. Donc, ça, c'est un canal de vente différent, c'est un certificat d'authenticité. Après, ce qui est intéressant à faire quand tu as des objets physiques, c'est faire des éditions. Par exemple, tu as une édition de 10, il y a une personne sur les 10 personnes qui va avoir l'objet physique, par exemple. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux juste faire une édition digitale différente d'un objet physique. C'est-à-dire que tu vas avoir une œuvre unique et tu as l'édition numérique derrière qui est plus large. Et ça existe dans le monde de l'art conventionnel. Tu as des mecs qui font des œuvres uniques qui après font des lithographies des séries de 10, 50, 200, etc. D'œuvres existantes. Et donc du coup, en tant qu'artiste, tu as tout à fait le droit de faire ça. Tu peux très bien refaire en photo, comme tu as donné l'exemple. C'est un truc qui est très répandu, c'est-à-dire qu'en photo, tous les photographes ont, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'autorisation de faire 3 rééditions d'une œuvre. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une œuvre unique, une édition de 25 et une édition de 100, par exemple. Mais de la même photo. Exactement la même photo. D'accord. Et donc du coup, tu te poses la question de vraiment quelle est la plus intéressante, etc. Tu vois. Du coup, ça c'est une manière de le faire, c'est de réfléchir au NFT comme une édition digitale d'une œuvre unique, une œuvre physique unique existante. Totalement. Notamment avec les œuvres, typiquement l'exemple de Pascal Boyard. Donc moi je parlais à chaque fois, qui lui fait des tokens d'œuvres de street art en fait, des fresques qu'il a fait, et son projet de la chapelle Sixtine, où c'est une fresque monumentale de genre 20 mètres sur 30, une reproduction de la chapelle Sixtine de Michelangelo, où il y a 400 personnages, et les 400 personnages sont des NFT. Et en fait, ce qui s'intéresse, lui, c'est l'éphéméralité du street art, et en fait, ces œuvres physiques-là en street art sont faits pour un moment, enfin pas faits pour, mais vont fondamentalement disparaître à un moment ou à un autre, par le temps, par les gens qui vont le recouvrir, la censure, par même le fait que le bâtiment sur lequel elles sont faites vont peut-être être détruits, tu vois. Et du coup, le seul moyen de garder une forme digitale qui va être immuable, c'est de les tokeniser, de les mettre sur la blockchain. Ouais. Et là, c'est parier sur l'avenir au final pour lui. Ouais, mais c'est sur la conservation de son travail, d'une manière différente, quoi. Il ne peut pas conserver les fresques. Alors, c'est un artiste qui finance tous ses projets grâce à la crypto et jamais sans financement, parce qu'il n'a pas de financement public. Et c'est un peu son point de vue, justement, c'est de dire, moi, mes œuvres, elles devraient être financées publiquement, puisqu'elles me demandent des mois et parfois des années de travail. Mais aujourd'hui, je suis obligé de trouver des financements alternatifs via la crypto, tu vois. Et il a fait un documentaire magnifique qui s'appelle Underground Chapel 16, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, et qui raconte l'histoire de la genèse de cette œuvre. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve hyper intéressant, puisque ça prend en compte la réflexion de un objet physique, qu'est-ce que c'est quoi ses limites, et comment est-ce que le NFT peut apporter une nouvelle dimension à ces objets physiques, et pas simplement juste se dire, ok, j'ai des trucs physiques, je vais en faire des NFT, et ça c'est niveau zéro, quoi. Là, il y a vraiment une réflexion conceptuelle, et ça permet de faire des choses qui sont uniques, qui ne seraient pas possibles sans les NFT, et aussi l'exemple d'Amenirs, je ne sais pas si tu connais son projet de currency. Pas du tout. Alors, hyper intéressant. Dameniers, donc un artiste d'art contemporain, qui à la base avait fait un projet d'NFT tôt en mars 2021, et qui avait marché parce que Dameniers, ça s'est vendu, mais c'était pas très intéressant, c'était juste des photos de ses cerisiers en fleurs qu'il a fait à la Fondation Cartier. Et donc voilà, c'est juste un double digital d'une œuvre physique, mais du coup, il n'y a aucun lien entre les deux.
Voilà. Ça s'est vendu, mais c'est pas très intéressant. Il a fait un autre projet qui s'appelle The Currency, qui lui est hyper intéressant, où déjà il reprenait pas mal de codes du crypto-art, c'est-à-dire une série de 10 000 d'œuvres uniques. C'est des dot painting, donc c'est une série aussi connue de Damien Hirst. Et en Ok. fait, il te posait un choix au bout de quelques mois, soit tu décidais de burn le NFT et tu récupérais l'œuvre physique, soit tu gardais le NFT et l'œuvre physique était détruite. Et du coup, D'accord. toi, en tant que collectionneur, ça te mettait dans un dilemme, te dire, est-ce que c'est la même chose de détruire une œuvre physique qu'une œuvre digitale? Est-ce que c'est la même réflexion? Est-ce qu'un autodafé digital, c'est pareil qu'un autodafé physique? Et est-ce que c'est la même problématique, etc. Tu vois. Et hyper intéressant, ça te met toi, en tant que collectionneur, dans un dilemme par rapport à ça, et où tu es obligé de faire aussi des arbitrages en fonction de la valeur, etc., des formats d'Damien Hirst. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de se dire, ok, t'as pas juste le NFT lié à l'œuvre physique, mais là, c'est vraiment soit t'as l'un, soit t'as l'autre. Et là, ça dépend de ce que tu privilégies plus. Ouais. Est-ce que tu préfères avoir quelque chose de physique chez toi Mm. ou est-ce que tu crois en son art et que tu veux garder cette pièce-là à tout jamais au final. Exactement. Ok, c'est super intéressant. Je ne connaissais pas du tout le projet pour le coup, mais c'est un bon dilemme à imposer. Même je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant avec les personnes qui sont full NFT, qui adorent que les NFT et qu'on leur pose ce dilemme-là en disant écoute, maintenant, tu as le choix. Soit tu récupères l'œuvre physique, soit tu gardes le NFT. Et là, je pense que certains NFT maxi, je pense qu'il y aurait il y aurait quand même une petite hésitation pour eux. C'est possible. Alors là, surtout que Damien Hirst, c'est quand même un artiste qui est déjà bien installé, etc. Donc il a un marché pour ses œuvres physiques existants. Il y a beaucoup de NFT artistes qui n'ont pas de marché pour leurs œuvres physiques fondamentalement en dehors des NFT. Donc c'est un peu plus difficile à mettre en place. Mais ce qui est fondamentalement intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet qui n'aurait pas pu être mis en place sans la blockchain. Tu as fondamentalement besoin de la blockchain pour réaliser ce projet-là. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'aime en crypto art. C'est des projets qui conceptuellement utilisent des systèmes blockchain pour offrir des choses différentes, pour faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire sans. Et c'est souvent ce que je conseille aux artistes quand ils me disent je fais de l'art traditionnel, je veux faire des NFT. Je leur dis essayez de réfléchir à en quoi faire des NFT, ça vous permet de faire une production que vous ne pourriez pas réaliser autrement. Ouais. Et donc du coup, ça t'oblige à te dire comment je peux faire les choses différemment, pourquoi est-ce que ça c'est pas juste un moyen de vente, mais aussi un médium en soi, et comment ça peut impliquer, qu'est-ce que ça implique au niveau de ma production, tu vois. Totalement. Et ça t'oblige à te renseigner également sur la technologie qu'il y a derrière et pas juste Exactement. sauter sur la vague de hype qu'on voit en ce moment. Bien sûr. Et du coup, tu fais vraiment des projets qui ont un sens artistique pour toi, pas juste te dire ah, j'ai pas très bien compris, on m'a dit qu'il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Ça, c'est un peu le niveau zéro. Et ça demande de s'y intéresser, tu vois. Il y a plein d'artistes. Après, tu as JR qui a fait donc. Damien Hirst, c'était sur Eni, du coup. Ensuite, par la suite, tu as eu JR qui est, lui, un peu aussi dans le street art, qui a fait, du coup, une installation street art à côté de la pyramide de Gizeh, et qui a vendu ça en NFT fractionnalisé, etc. Tu vois. Et typiquement, c'est aussi assez intéressant, parce que c'est une installation vraiment éphémère, qui est là pour durer 1 mois, 2 mois, et qui va être juste après enlevée, détruite, etc., comme c'est souvent le cas chez JR. Et en plus, c'est un mec qui fait le lien entre la photographie, le street art. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui fait le lien entre le digital et le physique dans son travail. Et là, typiquement, tu peux pas avoir d'objet physique d'une installation de street art, puisqu'elle est éphémère, elle va disparaître. Et là, c'est un peu la seule trace que tu peux en garder, tu vois. Ouais. Et donc, il y a pas mal de réflexions artistiques qui se posent sur la physicalité des œuvres. Et on n'a pas attendu les NFT pour que l'art digital existe, tu vois. C'est un truc qui existe depuis les années 50, 60. Warhol a fait historiquement des vidéos d'art digital où il mangeait des burgers notamment, de Burger King. Il y avait aussi Bill Viola qui est connu pour ça, Nam June Paik, enfin voilà. Tu as pas mal d'artistes qui se sont posés la question de la matérialité de l'art très longtemps avant. Tu as même Yves Klein qui a fait une série qui n'est pas très connue. Yves Klein, on connaît surtout pour son bleu ultra marine. Mais lui, il avait fait un projet où c'était, tu t'arrivais avec genre un lingot d'or, enfin pas un lingot d'or, mais des pépites d'or. Tu lui donnais, il les lançait dans la Seine et à la fin, il te donnait un certificat. En disant, tu as participé à la performance, tu vois. Et ça, c'est pas les œuvres qui se vendent le plus cher chez Yves Klein, tu vois, parce que c'est difficile à revendre. Et même Marina Abramovic, tous les artistes de performance, aujourd'hui, ils font un travail sur lequel c'était difficile de le commercialiser. Et les NFT, ça permet d'avoir une commercialisation de ces choses-là qui sont éphémères, qui sont soit de l'ordre de la performance, qui sont de l'ordre d'un moment T et qui ne sont pas franchement physiques, tu vois. Mais qui se passent dans le monde réel aussi. Ouais. Donc, tu as cette limite entre le monde réel et le monde physique, la vidéo, le moment, l'instant. Ça pose beaucoup de questions sur ces sujets-là. Mais en fait, ce qu'on entend parler, là, on a parlé beaucoup d'art, mais en fait, la plupart des trucs physiques qu'on voit en ce moment en NFT, c'est les marques, en fait. C'est Adidas, Coca, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, justement, c'est ce que je pense. On peut faire maintenant la bascule Ouais. du monde de l'art vers le T'as monde vu un cette tout petit peu plus. transition, C'est très, très parfait. On peut parler un peu des objets physiques qu'on a un peu plus l'habitude de voir que l'art. Comme par exemple les sneakers. On sait que Nike ont énormément de problèmes avec les contrefaçons. Et on peut voir que
Les NFT, ça peut être une solution, mais également une limite par rapport à ça. Et donc, l'une des, justement, comme on a discuté juste avant, c'est que aujourd'hui, tu as le marché secondaire de Nike, c'est là où il y a le plus de contrefaçons. On peut passer par des acteurs tiers, comme par exemple le StockX, qui eux vont recevoir d'abord la chaussure, qui vont la vérifier si c'est bien la chaussure authentique. Et ensuite, ils vont dire, OK, ça c'est une chaussure authentique, donc nous, on la met en vente sur notre site. Et au final, ils créent leur marketplace. Mais par exemple, sur les acteurs comme Vinted, aujourd'hui, où tu fais de la revente de seconde main, tout simplement, tu n'as aucun moyen de vérifier si la chaussure que tu vas acheter est réellement authentique. Ça se passe juste tout simplement par rapport à la confiance que tu fais à la personne qui va vendre ça. Une des solutions qui pourrait en être une, c'est par exemple vendre, donc connecter ton wallet à ton Vinted avec le NFT dessus et vendre donc la chaussure avec le NFT qui sera directement transféré. Ça veut dire que si tu vends une contrefaçon, dans tous les cas, tu n'as plus le NFT qui certifie que c'est une vraie chaussure, tu n'as plus l'authenticité tout simplement de l'objet physique. La personne qui reçoit ça, elle a l'authenticité, mais au final, la chaussure qu'elle reçoit n'est pas une vraie chaussure. Et donc, en fait, c'est là les limites qu'on rencontre. Et comme tu dis, c'est cette difficulté de ne pas les dissocier, en fait, l'un de l'autre. Ouais, tu dois rapporter de la confiance et c'est le problème avec les systèmes blockchain, c'est que c'est censé être trustless et qu'en fait là tu parles en fait de tiers de confiance. Ouais. Donc il faut avoir des tiers de confiance qui soient habilités à pouvoir authentifier une sneakers, quel que soit l'objet en l'occurrence. Et ça, il n'y a pas de manière aujourd'hui vraiment établie dans l'industrie pour le faire. Il y a des API, des machins, comme tu l'as dit, tu pourrais avoir des vraies archives et vendre des fausses chaussures avec. C'est un peu difficile. La seule protection légale qui est en ligne, en fait, c'est les protections de droit dans le droit français, quoi. En fait, c'est le retour à 30 jours quand tu achètes des trucs en ligne. Tous ces trucs-là qui, aujourd'hui, en blockchain, n'existent pas. Mais qui, du coup, sur Vinted, même si tu achètes un faux truc, tu es quasiment garanti de pouvoir te faire rembourser, en fait, au final. Donc, tu es prêt à prendre le risque, parce qu'au final, tu as juste à faire une politique de retour et ça va, tu vois. En blockchain, les politiques de retour, c'est pas vraiment quelque chose qui existe, tu vois. Et l'application des frameworks légaux existants dans le Web3, et encore aujourd'hui, c'est un peu un tabou, quoi. Donc c'est difficile. Mais moi, ce qui me dérange souvent avec les marques dans les projets NFT, c'est l'implication à demi-mesure. C'est-à-dire à des asymétries, c'est asymétrique. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent faire des NFT, mais de l'autre, ils veulent pas implémenter de la blockchain pour leur supply chain. Et ils veulent, c'est un peu juste, c'est nouveau les NFT, c'est le marketing, ça va nous permettre d'être un peu dans l'air du temps. Dans la vague, de parler c'est ça, de parler machin. C'est juste pour pas paraître dépassé, tu vois. Peut-être s'intéresser à une nouvelle clientèle potentiellement, mais aujourd'hui, c'est surtout un argument marketing pour les marques. Ah, mais totalement. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la marque qui dit « Ouais, je vais utiliser la blockchain parce que c'est immuable, parce qu'il y a ci, il y a ça », ce qu'il faut comprendre, c'est que, rien que pour reprendre l'exemple de la supply chain, si on essaie de retracer le chemin, par exemple, que ce soit d'un steak ou autre chose, en fait, tu vas devoir quand même faire confiance à des auditeurs, à certaines étapes de la supply chain. Et en fait, la blockchain, c'est un algorithme. Ça te permet de coder un message que tu décides de mettre dedans. Ça te permet de tokeniser quelque chose. Mais derrière, dans le monde réel, tu es quand même obligé de passer par des tierces parties qui, elles, sont fautives. Parce que l'algorithme, il n'est pas fautif tout simplement parce qu'il est décentralisé, il est vérifié par la blockchain, il est vérifié par les validateurs. Et si ces validateurs se comportent de la mauvaise manière, ils sont éliminés. Ouais, fondamentalement, c'est pas une limitation de la technologie, c'est l'erreur humaine, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, on se rend compte que même si on veut utiliser cette technologie qui est incroyable, même si les NFT apportent une réelle solution, on se rend compte qu'au final, le seul facteur qui nuit à ça pour que ce soit parfait, c'est l'être humain, c'est les processus qu'on a actuellement en place, qu'on ne veut pas changer, que ce soit dans le système financier, dans le système de la supply chain, dans les audits, dans le blanchiment d'argent, dans tout. C'est toujours le facteur humain, le problème. Ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on peut attacher un NFT à un objet physique, mais tu dois toujours faire confiance, que ce soit au vendeur, que ce soit au producteur, que ce soit juste au processus qu'il y a derrière la blockchain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on idéalise beaucoup en disant les NFT, c'est une solution. Non, ce n'est pas une solution, ça peut en être une, mais il y a des facteurs qui doivent jouer pour que ça en soit une. Pour que ce soit une solution, il faut que ce soit un process qui soit implémenté à toutes les échelles, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui refusent les paiements crypto pour leurs produits, qui refusent d'utiliser la blockchain pour leur supply chain, mais qui vont faire des collections d'NFT. Ouais. Mais encore une fois, on revient sur le fait que NFT, ce n'est pas une solution pour améliorer leurs produits, leur performance, mais c'est tout simplement un moyen de générer plus d'argent. Plus d'argent
avoir plus de personnes. Et comme dans South Park, quand on avait regardé, c'est d'abord tu fais un bon produit, ensuite tu amènes les gens dans ton établissement et ensuite you fuck them over with the NFTs. I'm so confused. We sell people these characters? No, stupid, we get them to invest in them. Exclusive digital characters that they can have on their phones 24/7. It's the future. You can't just sell food to people. You lure your customers in with some good pancakes and french fries, and then you fuck them with some NFTs. That's what we're gonna do. Donc, Il y a un peu ça et on attend toujours la marque qui fait vraiment des choses très intéressantes. Après, quand même, il y a des marques qui ont pris plus d'implication. Nike, clairement, ouais. avec leur achat d'artefacts. C'est ouais. vraiment un gros signal par rapport au fait qu'ils veulent s'intéresser de plus en plus à ça. Mais plus pour des digital collectibles, en fait, pour des wearables en ligne, dans des métavers, Ouais. plutôt qu'à implémenter ça au niveau de leur supply chain, avec leur numéro de série, C'est ça. des trucs comme ça. Donc voilà, il y a encore pas mal de chemin. Mais au moins, je pense que c'est un super point d'entrée pour les marques. Malgré tout, parce que pendant des années, les marques ont refusé de vendre leurs produits avec des cryptos. Fondamentalement, de plus en plus aujourd'hui, quand tu achètes des NFT de marque, tu as un objet physique. Donc en fait, ils te vendent leurs produits pour de la crypto, ils rajoutent juste 2-3 extra steps pour pas dire réellement qu'on vend nos produits pour de la crypto. On vend nos produits de la crypto via des NFT, donc en fait, ils sont plutôt clairs par rapport à ça. Enfin voilà, ça permet de contourner un petit peu ces problèmes-là et problèmes de communication, etc. Mais voilà, moi j'attends encore des marques avec une vraie implication là-dedans. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est les marques qui sont natives du Web3, en fait. Pas tellement les marques qui arrivent et qui veulent faire des projets, quoi. Ils bénéficient un peu de cette image de marque parce que ça donne confiance aux gens. Il y avait l'Europe de Time, etc. Mais on voit qu'il y a des implications multiples, des gens qui vont plus loin, d'autres moins loin. Et souvent, ce qu'on entend, les plus grosses marques, en tout cas, généralement, font des projets à minima. Ils en font parce qu'il faut en faire. Et après, on attend ce qu'il y a derrière. Et parfois, il n'y a pas grand-chose derrière, malheureusement. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les marques du Web 2, les marques traditionnelles qu'on connaît, généralement, ce qu'elles préfèrent faire, c'est de racheter une startup qui est le père dans le Web 3. D'ailleurs, Artifact, justement, c'est un très bon exemple. C'est que c'est une marque qui est déjà implantée dans le Web 3. Ils n'ont pas besoin de recruter plein d'équipes. Ils ont juste besoin de prendre leur savoir-faire et l'utiliser, l'appliquer à leur marque. Et je trouve ça assez intéressant, tout simplement, parce que on voit que les petites startups, c'est elles qui vont au final intéresser les marques. Et dans le rapport de Messari, justement, de 2022, ils expliquaient que cette année, donc dans l'année 2022, on va voir énormément de M&A, donc Merge and Acquisitions, du côté de toutes les grandes marques pour les entreprises qui ont commencé dans le Web3 et qui évoluent dans le Web3. Moi, je serais prêt à parier que Meta, donc Facebook, va clairement acheter un truc, un de ces quatre, quoi, cette année, potentiellement. Alors, je sais pas si j'ai pas vraiment d'infos là-dessus, tu vois, mais pour moi, ce serait le plus pertinent pour eux, quoi. Ouais, totalement, sachant qu'ils ont déjà merdé avec Libra, ensuite avec le Diem, dont ils ont tout revendu à Silvergate actuellement. Donc, tout faire par soi-même, ça ne marche pas. Clairement, les régulateurs sont très réticents par rapport à Facebook et Meta maintenant. Donc, peut-être acheter une marque, ça pourrait leur enlever tous ces soucis-là et leur permettre de se développer un peu mieux. Surtout dans un recrutement, c'est compliqué, parce que moi, je le vois, les marques, elles veulent un profil blockchain pour un groupe, alors qu'un mec tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, ah oui, évidemment. Il est un peu limité. Et c'est aussi, en termes de recrutement, c'est compliqué. Parce que du jour au lendemain, tout le monde sur LinkedIn, c'est devenu des NFT spécialistes, des métaverses experts et tout, tu vois. Donc en fait, c'est difficile de vérifier la légitimité des gens sur ce milieu-là. Ouais. Et les niveaux de salaire sont souvent assez importants. Souvent, les gens préfèrent se payer la commission. Ben voilà, il y a vraiment un marché de l'emploi dans le Web3 qui est très différent de celui du Web2. Et les gens du Web2 ont un peu du mal à arriver avec leur code et attendre ce qu'on s'adapte à eux. Et en fait, ils se rendent compte que pas du tout. Et tu as des devs qui te lâchent Ils sont plus intéressés de travailler pour les marques du Web2. Tout simplement parce qu'ils ont plus de liberté. Ils font ce qu'ils veulent aux horaires qu'ils veulent. Ils n'ont pas un salaire fixe, mais en fonction des performances qu'eux, ils génèrent. Et ça, c'est assez intéressant. Tu as des petits mecs dans leur basement qui envoient chier des multinationales qui leur proposent des contrats à largement. $100 000, juste parce que ça ne les intéresse pas et qu'ils ne sont pas du tout dans la vision. Et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau de voir ce chiffre de mentalité et cette liberté, tout simplement. Ouais, clairement. Ouais. Et je pense que c'est une bonne note pour clôturer. Ouais, carrément. Travailler dans le Web3, vous gagnerez plus. Travailler dans le Web3, quitter les entreprises traditionnelles et venez avec nous. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous soutiennent. On va continuer ces épisodes-là. N'hésitez pas à nous donner des suggestions de quoi vous voudriez qu'on parle. Et puis, à la prochaine.